Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert consacré aujourd'hui au formulaire e-form. Le règlement européen 2019-1780 du 23 septembre 2019, dit règlement e-form, établit les formulaires types pour la publication des avis de marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est supérieure au seuil européen. Depuis le 14 novembre 2022, les e-forms peuvent être utilisés en parallèle des formulaires dits standards issus du règlement 2015-1986 du 11 novembre 2015. Cependant, ces formulaires standards ne seront plus acceptés par l'Office des publications de l'Union européenne, en théorie à compter du 25 octobre prochain. Je dis bien en théorie parce que cette date, comme on le verra, a été repoussée. Ce qui veut dire donc qu'à partir de cette date, normalement, seuls les e-forms devront être utilisés. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Laurent Seri, avocat associé, et Maître Ivana Vidakovic, avocate donc au sein du cabinet Adaltis, qui vont vous présenter ces nouveaux formulaires. Avant de vous laisser la parole, je vous rappelle que vous avez à tout moment la possibilité de poser par écrit vos questions via la boîte de dialogue qui s'affiche à la droite de votre écran. Maître, je vous laisse la parole. Bonjour Richard et bonjour à tous. Laurent Seri, donc avocat associé du cabinet Adaltis. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour ce webinaire. Je suis accompagné de Ivana Vidakovic, collaboratrice du cabinet, qui m'a aidé à préparer ce support et que je remercie et qui interviendra à mes côtés. Je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet par rapport au thème de ce webinaire qui porte sur les nouveaux formulaires e-form. Pour vous dire en fait que nous allons ce matin au réveil nous promener au milieu en fait des avis de publicité, des mesures de publicité et faire une petite balade au milieu de tous ces éléments qui sont un élément important du droit de la commande publique. En fait, qu'il s'agisse de pouvoir adjudicateur, d'entité adjudicatrice ou d'autorité concédante, à plusieurs reprises, en fait, le code de la commande publique ou les textes de la commande publique imposent de publier des avis de publicité. Il y a lieu de noter aujourd'hui en fait que cette publicité intervient comme par le passé, peut intervenir comme par le passé en amont de la consultation. On va le voir avec des sujets de planification. Elle peut intervenir aussi au moment du lancement de la consultation, c'est la publication des fameux avis de publicité qui posent parfois un certain nombre de questions aux acheteurs. Elle peut intervenir toujours à la suite de la signature du contrat avec la publication d'avis d'attribution. Et enfin, c'est un peu la nouveauté des directives communautaires de 2014. Lors de l'exécution du contrat, aujourd'hui, le fait que l'acheteur doive publier des avis, notamment en cas de modification de ses contrats. Bref, un environnement qui est tout à fait, j'allais dire, l'acheteur est cerné par la publicité. Et donc, c'est intéressant de voir aujourd'hui comment se comporter par rapport à ces nouveaux formulaires e-form. Alors, par rapport à ces formulaires e-form, les différentes directives communautaires de marché public, 2014-24, 2014-23, avec, on rappelle dans nos slides, les matières dans lesquelles se rapportent et les sujets auxquels se rapportent ces différentes directives, indiquent en fait quelles sont les mentions qui doivent figurer en fait dans les différents avis de publicité. Il y a un règlement d'exécution en fait qui avait été établi en 2015 et qui établissait des formulaires types qui étaient prévus par les différentes directives. Et le code de la commande publique lui-même en fait indiquait de manière très précise en fait que les acheteurs doivent publier des publicités qui ne peuvent pas être établis selon leur bon vouloir, mais selon des modèles en fait qui sont fixés par des règlements de la Commission européenne. Alors si on passe à la slide suivante, ce qui a lieu de noter aujourd'hui en préambule, ce qui nous frappe aujourd'hui quand on intervient sur ces sujets de publicité, c'est la succession de textes en fait qui sont intervenus sur ces 12 dernières années. On verra tout à l'heure qu'il y a une multiplication des cas de publication d'avis de publicité, enfin en tout cas des obligations de publicité. Mais en fait, ce qui est assez intéressant à relever, c'est que finalement, depuis 2011 et le règlement d'exécution qui avait déjà fixé des modèles d'avis de publicité, on a vu se succéder en fait 4 textes, puisqu'aujourd'hui, on a eu en fait un premier texte en 2015 qui prévoyait en fait le règlement de 2015 qui prévoyait une vingtaine de formulaires standards à destination des autorités contractantes. Et ce texte a été modifié en 2019 par un nouveau règlement d'exécution qui fixait des nouvelles dispositions en matière d'exécution de publication d'avis de publicité. Et ce texte a encore été modifié en 2022. Et donc, on peut noter en fait finalement qu'il y a une certaine instabilité du droit en matière en fait de publication d'avis de publicité, de contenu d'avis de publicité. Alors, je le dis tout de suite, ce n'est qu'une impression relative, puisqu'en fait, en réalité, il y a du changement, mais on verra, il y a une certaine continuité dans le changement. Toujours est-il aujourd'hui que les acheteurs en fait doivent se conformer aujourd'hui à 2 séries de textes en matière de publicité.
et donc les deux règlements d'exécution de 2019 et de 2022. Et ce qui est intéressant d'examiner aujourd'hui, c'est finalement, c'est assez rapidement les objectifs qui ont conduit à la mise en place de ces formulaires types et dans quelle mesure on doit recourir aujourd'hui à des IFORM. On s'est intéressé ensuite aux modalités d'utilisation des nouveaux formulaires parce que c'est intéressant de savoir comment ça se passe aujourd'hui. Et ensuite, on a fait un choix un peu arbitraire, mais c'est le nôtre d'illustrer en fait la continuité ou pas d'ailleurs dans le contenu des avis de publicité à travers deux types d'avis de publicité, les avis de marché en fait en secteur classique et les avis d'attribution de marché. Voilà. On s'est réparti les choses de la manière suivante avec Ivana. Elle interviendra sur les modalités de mise en place du règlement d'exécution, avec notamment le suivi du droit transitoire. Ensuite, j'interviendrai sur les sujets en fait, de modalités d'utilisation des nouveaux formulaires, et puis l'exemple d'un modèle d'avis de marché. Et puis, elle terminera, c'est Ivana qui conclura sur la question des avis d'attribution de marché. Voilà, je laisse la parole à Ivana. Alors, avant d'en venir plus précisément au point qui doit vous intéresser tous, c'est-à-dire les modalités d'utilisation de ces nouveaux formulaires, on va évoquer ensemble la mise en place en fait du règlement d'exécution 2019 et notamment les objectifs qui ont conduit en fait le droit communautaire à mettre en place ce règlement. Donc, dès 2015, on avait une communication de la Commission européenne qui évoquait que les marchés publics subissent en fait une transformation numérique. Dans la foulée, en 2017, on a une autre communication de la Commission qui soulignait quant à elle en fait que les nouvelles technologies offraient d'excellentes possibilités de rationaliser et de simplifier justement l'ensemble de la procédure de passation des marchés publics. Et justement, cette communication mettait en avant justement le fait que les avantages qui étaient liés à la passation électronique ne pourraient être recueillis que si l'ensemble en fait de la procédure de passation subissait une transformation numérique. Donc c'est dans ce contexte qu'a été mis en place en fait le règlement d'exécution de 2019, du 23 novembre 2019, et notamment ce règlement d'exécution rappelle dans son considérant numéro 6 ces éléments qu'on évoqués ensemble. Donc, d'une part, que les marchés publics subissent une transformation numérique et d'autre part, que les formulaires types jouent un rôle déterminant dans cette transformation. Et justement, dans cette perspective de garantir l'efficacité des formulaires types dans cet environnement numérique, le règlement de 2019 souligne la nécessité, en fait, d'adapter les formulaires types d'exécution du règlement de 2015. Donc, ça, c'est les objectifs qui ont conduit à la mise en place de ces deux nouveaux règlements. Ensuite, toujours en fait, en analysant en fait le règlement d'exécution de 2019, il est intéressant de relever, notamment dans le considérant 8 de ce règlement, que celui-ci évoque les principes qui s'attachent à la mise en place de ces nouveaux formulaires et qui sont articulés autour de 3 points. Donc, le premier point, c'est que les avis sont des fichiers électroniques plutôt que des documents papier. Deuxième point, c'est que les formulaires types doivent pouvoir être remplis dans la mesure du possible automatiquement au moyen, par exemple, d'informations qui figuraient dans des avis antérieurs, dans des contrats, des spécifications techniques ou des appels d'offres. Et tout ça dans une perspective notamment de respecter le principe du une fois pour toutes. Donc, c'est dans le but d'alléger au possible la procédure de passation des contrats de la commande publique. Également, ce règlement met en avant le fait que cette réforme s'inscrit dans la perspective de réduire la charge administrative et d'améliorer la fiabilité des données. Et également, et ça c'est important de le souligner, que celle-ci s'inscrit dans une volonté de faciliter la publication volontaire d'avis dont la valeur serait inférieure au seuil européen. Et le troisième point qui est évoqué par le considérant 8 du règlement d'exécution, c'est le fait que ces formulaires ne doivent plus être remplis manuellement, mais doivent être générés automatiquement par des systèmes logiciels. Donc, après avoir vu ensemble ces éléments, il est important en fait d'évoquer ensemble la date à compter de laquelle le règlement d'exécution de 2019 est mis en œuvre. Donc, comme le souligne le règlement d'exécution de 2019, sa date de mise en application et la date d'abrogation par conséquent du règlement d'exécution de 2015 devaient être fixées en fonction du temps qui était nécessaire pour la mise en place et l'élaboration des versions électroniques de ces formulaires types. Donc, en fait, le règlement d'exécution prend en compte ces impératifs et prévoit dans son article 3 que le règlement d'exécution de 2015 est abrogé à compter, est abrogé avec effet au 25 octobre 2023, donc c'est-à-dire dans les jours qui viennent, et prévoit dans son article 4 que le règlement de 2019 est applicable, quant à lui, à compter du 14 novembre 2022. Comme on l'a évoqué tout à l'heure ensemble, un règlement d'exécution est intervenu le 14 novembre, en novembre 2022, qui est venu modifier le règlement d'exécution de 2019 et qui, lui, met en avant et souligne la nécessité, en fait, de prévoir des dispositions transitoires, justement afin de permettre une transition technique en douceur pour les acheteurs, durant une période durant laquelle les acheteurs pourraient utiliser à la fois les formulaires qui ont été établis, les formulaires standards établis dans le règlement d'exécution de 2015 et les nouveaux formulaires qui sont définis par le règlement d'exécution de 2019.
Et donc justement, ce règlement d'exécution de 2022-2303 est venu ajouter un article au règlement d'exécution de 2019, l'article 3 bis, qui précise justement les dispositions transitoires qui s'appliquent. Donc je vais vous citer l'article. Donc entre le 14 novembre 2022 et le 24 novembre 2023, tant les formulaires établis par le présent règlement que ceux établis par le règlement d'exécution 2015 peuvent être utilisés pour la publication d'avis au journal officiel de l'Union européenne. Donc en fait, depuis le 14 novembre 2022, donc le 14 novembre dernier et jusqu'au 24 octobre 2023, donc dans 7 jours, on se trouve dans le cadre d'une période transitoire durant laquelle en fait il était prévu que les acheteurs pouvaient à la fois utiliser les formulaires standards du règlement d'exécution de 2015 et les nouveaux formulaires du règlement d'exécution de 2019 pour la publication de leurs avis au JOUE. Toutefois, il est important de souligner qu'une communication de la direction des affaires juridiques de Bercy est intervenue le 12 octobre dernier. Donc, dans cette communication, le titre de la communication que vous pouvez retrouver sur le site de la DAGE, c'est « Nouveau formulaire d'avis de publicité dans les contrats de la commande publique à compter du 25 octobre 2023 ». Donc, cette communication rappelle et souligne dans un premier temps que comme la DAGE l'a indiqué dans sa notice du 26 juillet 2023, 40 avis devront obligatoirement être utilisés à compter du 25 octobre 2023. Donc en fait, la DAGE rappelle l'obligation qu'il incombe aux acheteurs de respecter à compter du 25 octobre 2023. Néanmoins, en fait, elle mesure son propos dans l'hypothèse où les acheteurs ne disposeraient pas d'outils à date leur permettant de publier ces nouveaux formulaires. En effet, la direction la DAGE souligne qu'elle a obtenu que l'Office de publication de l'Union européenne accepte l'utilisation des formulaires actuels jusqu'à fin janvier 2024. Donc, sachant qu'en plus, la DAGE est venue également préciser dans cette communication que dans l'attente, il était demandé aux acheteurs de ne pas utiliser les e-forms en cas de publication concomitante au BOMP ou via les services du BOMP. Donc, en fait, la règle, c'est qu'à compter du 25 octobre prochain, les acheteurs doivent utiliser les nouveaux formulaires, les 40 modèles d'avis qui sont prévus par le règlement d'exécution 2019. Mais néanmoins, en fait, elle laisse un peu de souplesse pour les acheteurs qui, à cette date, ne disposeraient pas d'outils leur permettant d'utiliser ces nouveaux formulaires et donc de pouvoir, en fait, utiliser les formulaires standards jusqu'à fin janvier 2024. Voilà. Alors, sur les modalités d'utilisation des formulaires types prévus par le règlement d'exécution 2019 1780, la première chose en fait qu'il faut relever, c'est qu'aujourd'hui en fait ce règlement prévoit 6 types de formulaires qui correspondent chacun à une étape particulière de la procédure. Alors évidemment donc ce sont les grandes catégories. On retrouve donc la planification dont on parlera dans quelques minutes. On retrouve la mise en concurrence, la notification préalable d'attribution directe, la question des résultats, le sujet des modifications du marché et enfin une dernière rubrique qui est la rubrique changement, dont on dira quelques mots aussi tout à l'heure. Alors, sélection de ces formulaires, ce qui frappe tout de suite, c'est, j'allais dire, cette capacité, en fait, peut-être à ne pas simplifier les choses. En tout cas, on est passé aujourd'hui, avec le nouveau règlement d'exécution, d'une vingtaine de formulaires standards européens à plus de 40, enfin plutôt à près de 40 modèles d'avis, qui sont donc répartis dans ces 6 formulaires types. Alors, voilà, on constate une augmentation du nombre d'avis publicités. Ces 40 modèles d'avis en fait, sont répartis en fonction de la directive applicable à l'autorité contractante, mais aussi en fonction de la nature du contrat concerné par la publication. Et quand on lit en fait, ce règlement d'exécution, on est obligé en fait, de se référer à ces annexes, à deux annexes qui sont 2 tableaux, un tableau 1 et un tableau numéro 2. Alors la particularité, dans la slide suivante, on illustrera pas tout de suite, hein, mais voilà, on illustrera en fait c'est le contenu de ces tableaux, c'est que le tableau 1 en fait comporte une colonne numéro 1 qui fait en fait référence aux différents… Maître Seri. Oui. Excusez-moi, je vous interromps quelques secondes. Est-ce qu'il vous serait possible de vous rapprocher un peu du micro? Parce que c'est vrai que le son est très lointain lorsque vous parlez. Et bon, il y a certains participants qui ont remonté un petit peu ce problème. Je vous remercie. D'accord, parfait. Vous m'entendez mieux là ou pas? Vous m'entendez mieux? Oui, là c'est bien. D'accord, parfait. Parce que comme je parle assez fort, c'est vrai que je suis un peu surpris, mais effectivement, oui, j'avais l'impression de parler déjà très fort moi-même de mon côté. Et donc, voilà. Et donc, ce que je disais, donc, voilà, c'est que ces 40 modèles d'avis qui sont répartis en 6 formulaires types, le règlement d'exécution en fait, impose en réalité d'utiliser 2 tableaux, un tableau 1 et un tableau 2, pour permettre en fait, de comprendre comment on va remplir ces fameux e-forms. Alors, le tableau 1 en fait, de l'annexe liste dans sa colonne 1 donc, les différents types de formulaires types, donc planification, mise en concurrence, etc. Mais ce qui est important, en fait, c'est la colonne 2 de ce tableau numéro 1, qui en fait indique les champs qui sont énumérés
dans ces formules, dans ces avis de publicité qui vont correspondre en fait aux différentes hypothèses. Et donc cette colonne numéro 2 donc fait référence à un tableau numéro 2 qui lui donc indique quels sont les champs et les mentions qui sont obligatoires ou facultatives. Et ce tableau numéro 1 comporte également ce tableau numéro 1 comporte également en colonne numéro 3 l'indication en fait du cadre dans lequel on doit utiliser ou non l'avis de planification, l'avis de publicité, etc. Et ensuite, on a en colonne numéro 4 du tableau numéro 1 une description en fait un peu sommaire de ce qu'est l'avis de publicité. Alors, l'avis qui sera utilisé. Donc, on se rend compte en fait qu'à travers ces formulaires, à travers ce règlement d'exécution, on est dans quelque chose d'extrêmement technique et qui, en fait, en réalité, nécessite de faire différentes opérations pour arriver à comprendre quel type d'avis on doit utiliser et quelles sont les mentions qu'on doit utiliser. Alors, c'est quelque chose qui est remarquable. Donc, là, on a à l'écran le tableau numéro 1 avec, comme vous le voyez, donc en description, le formulaire type en haut à gauche. Le formulaire type doit contenir les champs énumérés dans le tableau 2, colonne 1, par exemple, pour la première rubrique. Et lorsqu'il est utilisé au point de publication des avis visés il y a un renvoi en fait aux différentes directives. Donc selon qu'on est dans les directives secteur exclu, secteur classique ou concession, etc., on doit utiliser tel ou tel avis. Et ensuite, on a pour essayer de simplifier un peu les choses, une colonne numéro 4 qui donne une description de l'avis en indiquant voilà, que ça peut être un avis annonçant la publication d'un avis de pré-information, etc. Donc quelque chose quand même d'un petit peu compliqué à utiliser, pas forcément très simple. Et voilà, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Le tableau numéro 2, lui, c'est pareil, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement complet. Vous avez en fait dans le tableau numéro 2, donc l'indication à chaque fois en fait dans les colonnes, en fait, vous avez l'indication de ce que vous allez devoir en fait mettre comme information. Donc, typiquement, par exemple, pour une planification, si on renvoie au tableau 2, colonne numéro 1, vous allez en fait avoir en vertical l'indication de toutes les mentions qui vont devoir figurer dans l'avis de publicité ou dans l'avis de planification. Donc, voilà quelque chose de pas très simple en tout cas à conceptualiser, mais en tout cas, c'est aujourd'hui les nouveaux formulaires qui prévoient en fait ce type de démarche. Alors, on a essayé de simplifier les choses pour savoir comment un acheteur devra faire pour arriver à utiliser ces nouveaux formulaires. Et donc, il va falloir qu'il fasse en fait finalement une petite opération, de faire une petite réflexion. La première étape, ça va être de voir finalement ce qui sera peut-être le plus simple, à quelle étape de la procédure il se trouve. Voilà, est-ce qu'il est dans une phase de planification, la publication d'un avis de pré-information? Est-ce qu'il est dans une phase d'attribution du marché? Ça lui permettra de savoir à quelle étape il est. La deuxième étape, ça va être d'identifier dans le tableau numéro 1 de l'annexe du règlement d'exécution 2019 le type de contrat et le type d'avis qu'il peut publier. Par exemple, si c'est un avis de marché secteur classique, eh ben, il devra se référer en fait dans le tableau pour voir en fait quelles sont les mentions qui doivent figurer. Et troisième étape, en fait, il devra en fait se référer au tableau numéro 2 pour voir quelles sont les différentes mentions qui sont obligatoires et celles qui sont facultatives. Donc quelque chose qui voilà, il faudra qu'on voit à l'usage comment ça se passe, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose d'évident, en tout cas du premier abord, c'est pas quelque chose, ces nouveaux e-forms ne sont pas forcément une preuve de simplification évidente du droit de la commande publique. Alors après, ce qu'on a fait avec Ivana, le support évidemment sera disponible pour tout le monde. On a en fait essayé de vous indiquer quels étaient finalement les différents types de formulaires parmi ces 40 ces 40 modèles d'avis aujourd'hui qui existent. Et donc voilà, s'agissant de la planification, ce qu'il faut en fait savoir, voilà, c'est que finalement, le nouveau règlement d'exécution reprend l'ensemble des cas dans lesquels il peut y avoir une pré-information. Alors la pré-information, évidemment, quand on parle de publicité, quand on préparait l'intervention avec Ivana, on se disait qu'évidemment on parle de publicité aujourd'hui, mais en réalité on est vraiment au cœur de l'achat public aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est avec la pré-information sur une démarche de planification, d'anticipation de l'achat, où l'idée en fait est de permettre notamment par la publication d'avis de pré-information de réduire en fait, d'abord d'avertir les acheteurs que des commandes vont intervenir dans un délai qui en principe est un délai d'1 an, à compter de la publication, un maximum d'1 an à compter de la publication de l'avis de pré-information, et de permettre aux gens finalement d'anticiper, de se positionner éventuellement sur de la commande publique, et pour l'acheteur surtout de bénéficier en fait éventuellement notamment de cas de délai réduit en matière de remise des offres par les candidats, et donc c'est tout l'intérêt de cette planification. Et donc voilà, donc vous avez aujourd'hui ces 9 formulaires qui sont prévus en matière de planification, avec donc à chaque fois la démarche d'aller chercher dans le tableau numéro 2 quelles sont les mentions qui doivent figurer évidemment par rapport à chaque avis de pré-information.
En ce qui concerne la mise en concurrence, c'est pareil. Voilà, vous avez quelque chose qui est extrêmement complet. Et là, donc, on a 15 modèles de mise en concurrence qui dépendent évidemment, vous avez dans nos slides, les références à toutes les directives qui sont applicables, que ce soit les directives concession, enfin, ou directives marché public, secteur classique ou secteur exclu. Enfin, voilà, enfin, on a toute cet éventail d'avis de publicité. On s'arrêtera tout à l'heure notamment sur le contenu de l'avis de publicité classique en matière de marché secteur classique, pour voir un peu ce qui a pu changer ou pas. Et donc, on continue, voilà, toujours dans la mise en concurrence, voilà, ces différents avis de marché avec évidemment un renvoi au texte de la directive. Mais évidemment, la directive ayant été transposée par le Code de la commande publique, en fait, aujourd'hui, voilà, vous avez les différents cas où vous pouvez avoir des avis de marché. Et évidemment, rien n'a été oublié dans ces différents types d'avis. Et donc, à chaque fois, vous aurez un renvoi au tableau numéro 2 pour déterminer ce que vous devez faire figurer ou pas dans l'avis de publicité. Alors, on a aussi évidemment pris en compte les cas de notification préalable d'attribution directe, en fait, là aussi avec 4 modèles d'avis. Je le rappelle, pour les avis de notification préalable d'attribution directe, l'intérêt en fait de ces avis est de permettre de fermer en fait les recours pour les marchés qui ne sont pas soumis à une obligation de publication, notamment d'avis d'attribution, et je pense notamment aux procédures de marché adapté ou bien les procédures de passation de marché sans publicité, enfin plutôt la conclusion de marché sans publicité préalable et sans mise en concurrence, où là, en fait, dans ces cas-là, si l'acheteur veut fermer le référé contractuel, il peut utiliser en fait ces avis de notification préalable d'attribution directe du contrat, et donc voilà, on voit toute la subtilité du règlement d'exécution qui prévoit les champs qui devront être remplis pour ces différents types de notifications. Alors après, évidemment, pour les résultats, c'est pareil. Alors en fait, on en parlera tout à l'heure avec Ivana, donc je ne vais pas déflorer les choses, mais aujourd'hui, il y a des obligations de transparence qui s'appliquent évidemment en amont de la procédure de passation du contrat, mais qui s'appliquent aussi en aval, et donc je n'en dirai pas plus. Voilà, on retrouve évidemment dans ces différents types d'avis d'attribution tous les cas que ce soit les concessions, les marchés, les marchés classiques, marchés secteur exclu, pour les marchés qui relèvent de services, les services sociaux et les services spécifiques qui relèvent de procédures un peu plus souples. On a en fait à chaque fois donc un catalogue en fait qui intègre toutes ces différentes notions. Alors, c'est la petite particularité aussi des règlements d'exécution depuis 2014, mais je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que on a aujourd'hui évidemment eu une réforme des conditions de modification des contrats de la commande publique aujourd'hui avec les 6 cas qui permettent de modifier en principe un contrat de la commande publique. Et on a dans ces 6 cas notamment cas qui concernent en fait soit les circonstances imprévues, soit en fait les travaux qui seraient devenus nécessaires ou les services ou fournitures qui seraient devenus nécessaires et qu'on ne pourrait pas confier à un tiers. Je simplifie un peu les choses. Et évidemment, dans ces 2 cas, en fait, les textes communautaires, les directives communautaires imposent de publier un avis de modification pour que tous les opérateurs du marché sachent quelle est la modification qui a été faite. Et donc, évidemment, il s'agissait là aussi de mettre en place des avis de publicité. Et donc, ce nouveau règlement d'exécution prévoit tout ceci. Et donc, les avis de publicité IFORM en fait devront eux aussi permettre en fait la publication de ce type d'avis donc relatif aux modifications de marché. Et après il y a une dernière catégorie en fait qui est le 6e formulaire type qui est assez amusante en fait, mais finalement qui a son utilité, c'est le formulaire type changement. Et donc il y aura dans les formulaires IFORM un formulaire qui permettra en fait d'apporter toutes les modifications en fait aux avis. Voilà, ça concerne en fait tous les changements qui pourront être apportés par les acheteurs, éventuellement un avis qui aura été publié. Voilà, s'il y a des corrections à apporter ou des choses comme ça, cette rubrique en fait devrait se rapporter à ce point. Donc on le voit quelque chose finalement qui est assez complet, et en fait finalement on a l'impression que alors on s'y perd pas, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui est très subtil et qui fait que pour les acheteurs, ça nécessite une certaine gymnastique pour pouvoir déterminer dans quel cas on se trouve et voir quels sont les avis qui peuvent être publiés. Alors, par rapport à ces avis de publicité, donc on évoquait en fait tout à l'heure les formulaires IFORM. Donc en fait, par rapport à ces formulaires IFORM aujourd'hui, auxquels on pourra bientôt accéder en fait, notamment sur les plateformes d'achat. Par rapport à ces formulaires IFORM, donc en fait, il y a différentes rubriques avec des champs généraux qui relèvent de la rubrique BG. Et il y aura en fait au sein de ces rubriques champs généraux des champs spécifiques BT et qui seront en fait liés à la thématique du champ général en question.
Alors, ce qu'on a fait avec Ivana, pareil, dans notre support, c'est pour que chacun dispose d'une information, on l'espère, assez claire, c'est reprendre en fait les différentes rubriques pour donner une idée un peu de quelles sont les informations qui vont figurer sur ces formulaires IFORM. Alors, je le dis tout de suite, il y a une espèce de forme d'inventaire à l'après-vert dans les slides qu'on vous a transmis. C'est la reprise en fait de ce qui est prévu dans les règlements d'exécution. Et en fait, ça paraît un peu abstrait comme ça, mais finalement, quand on se place dans un univers numérique et un univers de data, et en fait, c'est ça la réalité en fait de ces nouveaux formulaires IFORM, et c'est pour ça que c'est tout l'intérêt de cette réforme. Quand on se place dans ce champ numérique, finalement, on se dit que le but, c'est de récupérer de la data. Et en fait, on se rend compte à travers la volonté de cette modification des textes en matière de publicité. L'idée, en fait, en réalité, c'est peut-être en réalité de simplifier la vie des acheteurs publics. C'est-à-dire que c'est le principe, dites-le nous une fois, vous remplissez une fois des champs, et il y aura certainement des champs, des champs qui vont pouvoir être repris par les acheteurs, quel que soit finalement le type d'avis de publicité qu'ils vont passer. Et ça évitera, en fait, en réalité, en pratique, très certainement, d'avoir à ressaisir, comme on le fait parfois, à chaque fois de manière manuelle, les avis de publicité, comme c'était le cas aujourd'hui, où voilà, à chaque fois, on doit remplir ou voilà, refaire ce qui a déjà été fait. Et donc finalement, en fait, en réalité, tout ce qui est écrit dans le règlement d'exécution, et bon, je serais quand même plus optimiste, on est quand même en fait, voilà, c'est une réforme qui sera certainement très intéressante à mettre en œuvre parce qu'elle permettra en fait aux acheteurs de gagner du temps en remplissant en fait ces différents champs et ces champs spécifiques et de pouvoir les réutiliser dans le futur, ce qui est quelque chose effectivement de tout à fait utile. Alors si on se promène un peu dans ces différents formulaires, on voit bien voilà que dans les rubriques en fait générales, on retrouve sans surprise en fait, et c'est ça en fait en réalité, j'allais dire la ligne de cette réforme, c'est que ce qu'on disait avec Ivana, c'est que tout change, mais peu change. En fait, on verra en réalité, il y a une très grande continuité. Simplement, on est en train de mettre sur un format électronique et finalement de data en fait en réalité des choses qui avant ne l'étaient pas. Et donc voilà, et donc vous retrouvez évidemment de manière classique dans les champs généraux toutes les informations, notamment voilà sur les documents de marché, les conditions de présentation des offres, l'objet du contrat, la nomenclature, la durée du contrat, etc. Et en fait, en réalité, il y a très très peu de modifications sur le fond. À travers l'exemple de la vie de marché, on verra tout à l'heure qu'il y a très peu de choses qui sont modifiées en réalité sur le fond. C'est plus la forme qui change aujourd'hui avec l'introduction de l'électronique en fait du numérique dans la publicité. Alors donc évidemment dans ces rubriques générales, voilà, on retrouve tout ce qu'on trouve d'habitude dans les marchés, l'information sur le résultat de la procédure, l'information sur les soumissions reçues, etc. Tout ce qui est en fait notamment en matière de concours, de récompenses et jury primes, etc. et tout. Voilà, on a une rubrique nouvelle dont on parlera tout à l'heure, les motifs d'exécution, qui sont en fait aujourd'hui c'est une des nouveautés de ce règlement d'exécution 2022, de devoir en fait préciser les motifs d'exécution quand ils existent. Donc voilà. Et donc, on voit parmi les champs généraux, voilà, en fait, on retrouve ces petits, voilà, tous les critères d'attribution, informations sur les critères d'attribution, voilà, tout ce qui est modification de marché, etc. Alors, évidemment, en fonction voilà, vous avez compris, du type de contrat, enfin plutôt, oui, du type de contrat et du type de publicité, eh ben, il y aura des rubriques qu'il faudra remplir, d'autres qu'il ne faudra pas remplir. Voilà, c'est quelque chose qui peut-être devra couler de source, je l'espère en tout cas pour les acheteurs. Alors, par rapport justement à ces mentions, voilà, les formulaires types, en fait, et notamment le tableau numéro 2 qu'on vous a cité tout à l'heure avec Ivana, où on vous a donné des exemples. En fait, ce tableau numéro 2, il comporte en fait des mentions qui sont obligatoires et d'autres qui ne le sont pas. La petite particularité, voilà, c'est que donc, pour savoir ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas, c'est qu'en fait, quand on prend le tableau, on se rend compte voilà, qu'il y a des mentions, il y a marqué O, des mentions, il y a marqué F. Quand c'est O, évidemment, c'est obligatoire, l'acheteur doit remplir ces mentions. Et quand c'est F, en fait, c'est facultatif. L'acheteur peut ne pas remplir en fait ces mentions, mais il a la faculté de le faire. Alors, j'ai compris aussi qu'à travers les champs obligatoires, cette fameuse phrase qui figure dans le règlement d'exécution, elle est assez intéressante, c'est toute la beauté du droit. On vous dit que les champs obligatoires doivent impérativement comporter les informations requises, sauf dans certaines conditions prévues par les directives applicables, s'agissant des conditions dans lesquelles ces champs obligatoires ne s'appliqueraient pas. Alors voilà, j'ai cru comprendre, mais ce sera à l'usage aussi, que quand on remplira les avis de publicité, il y aura peut-être des mentions obligatoires, par exemple, par rapport dans un avis de marché à des questions relatives à un accord cadre. Et si votre marché n'est pas un accord cadre, évidemment, vous n'aurez pas à remplir les mentions qui sont obligatoires par rapport à l'accord cadre. Voilà, c'est la partie des petites subtilités qu'il y aura à gérer, mais ça ne devrait pas poser trop de difficultés aux acheteurs. On voit qu'on est sur quelque chose, pour reprendre un formulaire un peu informatique binaire, hein, voilà, c'est obligatoire ou c'est facultatif. Et voilà. Alors, par rapport justement à ces mentions, une petite illustration du tableau numéro 2, voilà, qu'on vous a mis avec Ivana.
où vous avez, voilà, selon les types de procédures, des choses facultatives. Voilà, description de la récurrence, pour un avis de publicité classique, c'est la colonne numéro 16. C'est facultatif. En revanche, le lieu d'exécution, vous voyez, colonne numéro 16, obligatoire. Voilà, vous devez indiquer le lieu d'exécution. La rue, le lieu d'exécution, le nom de la rue, etc., du lieu d'exécution, on voit que c'est une très belle, une petite subtilité. On voulait illustrer ça. Moi, je trouvais ça intéressant et amusant de voir que c'est facultatif de mettre la rue dans laquelle les travaux vont avoir lieu. C'est désormais obligatoire après. Enfin, ça a été modifié par le règlement. Ouais, voilà. Ouais, ça, c'était le tableau du règlement. C'est ça, voilà, 2019, voilà, qui est devenu obligatoire. Justement, c'est pour ça qu'on va vous montrer en fait les choses, justement les évolutions. Et précisément, voilà les évolutions qu'il y a aujourd'hui. En fait, c'est ce qu'on trouvait intéressant avec Jonas, c'est de vous montrer en fait que ce tableau de 2019, il a évolué. Et on s'est dit qu'en fait, pour plus de clarté, et enfin, c'est assez amusant, on a eu le règlement de 2022 qui a modifié donc le tableau numéro 2 donc du règlement de 2019. Et au lieu de, j'allais dire, d'avoir une mention qui était simple, obligatoire et facultative, en fait, on a décidé en fait dans la modification 2022 du tableau numéro 2 de marquer par la lettre N ce qui changeait ou ne changeait pas. Et les ajouts et les modifications ont été marqués, eux, par la lettre O ou F, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour pouvoir, en fait, je passe à la slide suivante sur les tableaux, vous allez devoir, en fait, vous référer au tableau de 2022, plus le tableau de 2019, pour voir, en fait, ce qui a été modifié ou pas. Voilà, enfin, c'est quelque chose de très, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sous couvert de simplification, les choses ne sont pas aussi simples qu'il y paraît, et c'est quelque chose qui, évidemment, mérite d'être souligné. Alors, sur la publicité, évidemment, avec toutes ces mentions de publicité, évidemment, on voulait juste vous faire un petit rappel à la fin de ces modalités de mise en œuvre pour vous dire que vous ne pourrez pas faire n'importe quoi comme par le passé. Ça a beau être électronique et il y a des mentions qui vont être remplies automatiquement. En fait, voilà, on a en fait en matière de publicité, que ce soit du e-form ou que ce soit de toute autre forme de publicité, des obligations en fait à respecter. Et on a toute une série de jurisprudence qui est venue en fait sanctionner le contenu d'avis de publicité qui aurait été irrégulier. Alors évidemment, certaines jurisprudences sont antérieures à la jurisprudence MIRJOM et donc peut-être peuvent perdre de leur intérêt, mais certaines sont postérieures et notamment voilà, on invite quand même à la vigilance sur le fait de bien remplir en fait les différentes mentions. Alors par rapport justement à ces illustrations, on ne va pas y passer trop de temps, mais voilà, le juge administratif sanctionne toujours, il sanctionnera toujours dans le cadre d'avis forme des mentions trop imprécises. Voilà, j'ai pas de recul aujourd'hui sur notamment la taille des cellules. Voilà, je sais pas, on n'a pas encore testé en fait le nouveau modèle de e-form, donc je ne sais pas si on aura des détails suffisants pour indiquer notamment les mentions relatives à l'objet des contrats ou les pièces exigées par exemple des candidats ou différentes choses. Mais en tout cas, le juge a déjà sanctionné par le passé des avis de publicité qui étaient trop imprécis dans l'objet du contrat, ou bien des avis de publicité qui étaient contraires et non conformes à ceux des avis qui comportaient des informations qui étaient contradictoires. Donc c'est quelque chose qui évidemment, on a voulu rappeler votre attention en vous disant que c'est pas parce que vous remplissez un formulaire e-form qu'un acheteur peut faire n'importe quoi, il doit être précis là-dedans. Alors évidemment, pour terminer sur l'avis de publicité, le but n'est pas d'effrayer évidemment les personnes qui participent à ce webinaire, mais en fait, voilà, il va quand même falloir faire attention en remplissant les formulaires e-form et en ne mettant pas les champs obligatoires, parce que évidemment, le fait de ne pas respecter ces obligations de publicité est un élément qui peut relever du champ du référé précontractuel que certains connaissent, ou parfois on l'a éprouvé dans le bon sens ou pas dans le bon sens. Et donc, en matière de référé précontractuel, voilà, certains manquements en matière de publicité sont de nature à éventuellement entraîner l'annulation de la procédure et l'obligation de recommencer une procédure ab initio, parce que si c'est la publicité, le plus souvent, il va falloir recommencer au départ. En tout cas, c'est quelque chose qui peut poser problème. Et ensuite, évidemment, c'est dans le cas de recours en contestation de la validité du contrat, pareil aussi, voilà, dans le cas du recours Tarn-et-Garonne, il pourra y avoir des problèmes si jamais vous n'avez pas fait une publicité correcte par rapport au texte communautaire. Voilà pour les modalités de mise en œuvre. Alors pour aller assez vite et ne pas être trop long, voilà, on a pris un exemple avec Ivana de ce qu'étaient en fait les mentions qui devaient être incluses dans un avis de marché aujourd'hui, article 49 de la directive 2014-24 UE, donc c'est la directive secteur classique, celle qui le plus souvent est utilisée. On l'a pas dit au départ évidemment, mais ces formulaires de publicité, ils doivent être utilisés dès lors qu'on est au-dessus des seuils des seuils communautaires de publicité. Et donc, voilà, les seuils communautaires, on les a repris pour 2022-2023, ils vont changer, mais je rappellerai voilà, que notamment pour les marchés de fournitures et services de l'État, le seuil il est à 140 000 € aujourd'hui.
pour les marchés de fourniture et de services des collectivités locales et les autres autorités centrales, voilà, on est opérant notamment dans le domaine de la défense, on est à 215 000 € hors taxe. Et ensuite, pour les entités adjudicatrices, marchés de fourniture et de services, on est à plus de 431 000 € hors taxe. Et pour les marchés de travaux et les concessions, on est aujourd'hui sur un seuil de 5 382 000 € hors taxe. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'éventuellement, vous pourrez utiliser ce formulaire d'avis de marché si votre marché de travaux, par exemple, dépasse ce seuil de 5 382 000 € hors taxe. Alors, à quoi sert l'avis de marché? Évidemment, c'est toujours uniforme, mais c'est toujours la même utilité. Voilà, le but, c'est de susciter la plus large concurrence possible parmi les opérateurs économiques. Et donc, le Code de la commande publique rappelle lui aussi, en fait, que l'avis de publicité doit être publié. Alors, évidemment, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que, mais là, c'est quelque chose d'assez simple pour les acheteurs aujourd'hui, c'est voilà, vous devez déterminer les modalités de publicité en fonction de l'objet du contrat, voilà, travaux, fournitures, services, la valeur estimée du besoin et la nature de l'acheteur. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on ne reviendra pas. Et là, les e-forms ne changent absolument rien, si ce n'est qu'il y a cette subtilité d'utiliser le bon formulaire selon le type de contrat dans lequel vous êtes. Et voilà, je souriais parfois parce qu'évidemment, toujours la question va être de savoir parfois quand on a des marchés mixtes ou des contrats mixtes, de savoir finalement c'est la question principale, de savoir quel type de contrat on passe pour savoir quel avis de publicité il va falloir utiliser. Alors, pareil, voilà, le fait de publier un avis, on le rappelle, c'est une formalité substantielle. Et on rappelle aussi, en fait, que, évidemment, le règlement d'exécution n'intervient que dans le cadre, évidemment, des directives marché et qui, elle aussi, précise, en fait, le contenu de certaines informations obligatoires. Et j'allais dire, on peut relever qu'il y a une espèce d'information, pas sur information, mais voilà, il y a beaucoup finalement, d'éléments relatifs à la publicité. Il y aura peut-être des simplifications à apporter, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, sur le contenu de la vie de publicité, voilà, on s'est permis de relever en fait les différents éléments. Alors, voilà, on a des informations de base, notamment l'identification de la procédure, l'identifiant de l'avis, la version de l'avis. Alors, pourquoi on met tous ces éléments? C'est parce qu'en fait, notamment la version de l'avis, c'est pour vous dire que ça va être des choses qui, en principe, vont être faites automatiquement sur le e-form. L'acheteur n'aura rien à faire et la version de l'avis va être éditée automatiquement de manière informatique. La particularité, c'est qu'on voit en fait que dans les informations de base, il peut y avoir aujourd'hui la date souhaitée de publication de l'avis, en fait, voilà, sur le site internet. Et donc, voilà, c'est une des nouveautés. Et en fait, en réalité, voilà, quand on va dérouler les différents slides, vous allez vous rendre compte, en fait, finalement, qu'on retrouve quasiment peu ou prou, en fait, l'ensemble des mentions qui figuraient dans les avis avant. Et donc, c'est ce qu'on disait avec Ivana, cette réforme, en fait, ces e-forms, c'est vraiment quelque chose qui est purement lié à des considérations de data et d'informatique et pas en fait en réalité à des questions de fond. Et ça devrait rassurer les acheteurs, c'est-à-dire que vous allez en fait avoir toujours les mêmes informations que celles que vous remplissiez avant. Ce sera la même chose avec des mentions obligatoires et facultatives. Et donc on retrouve évidemment voilà, toutes les informations relatives à l'organisation. Voilà, ça va être d'expliquer qui est l'acheteur, qui fait quoi, son nom, la rue, etc. C'est tout ce qui est organisation, donc la personne morale ou physique ou entité publique qui passe l'achat, avec ensuite une pléthore d'informations. Ouais, le code postal, les pays, etc. Enfin voilà, j'avance sur le sujet. Avec évidemment toujours des indications relatives à l'objet du contrat, comme avant. Voilà, il n'y a rien qui change avec le type de contrat, avec une nomenclature d'achat en indiquant de quel type d'achat il s'agit, avec la valeur estimée du contrat et la petite particularité qui nous a fait vivre à beaucoup des frayeurs en matière de marché, c'est la valeur maximale de l'accord cadre, voilà, où selon voilà, parfois certains acheteurs ont pu vivre des événements malheureux parce que voilà, la jurisprudence avait évolué sur le sujet et donc là le règlement d'exécution évidemment tire les conséquences de la jurisprudence communautaire et donc fait qu'on doit indiquer cette mention aujourd'hui. Évidemment, on a toujours la valeur maximale, en fait, toujours dans l'objet du contrat, la valeur maximum d'un groupe de lots ou dans le cas d'un accord cadre. On a toujours la nomenclature qui doit indiquer ce qu'on va acheter, les quantités, etc., qu'on doit préciser aussi. On a toujours, en fait, les lieux d'exécution. Et vous voyez, en fait, qu'en balayant, en fait, cette réforme de 2022 et le formulaire e-form, vous voyez qu'en fait, en réalité, on sera exactement, pratiquement sur ce qu'il y avait précédemment, si ce n'est que vous allez faire des saisies, en fait, de champs informatiques, et voilà. Alors évidemment, voilà, on balaye toujours, information sur la durée du contrat, l'utilisation, savoir s'il y a des fonds UE qui viennent financer l'achat. On a toujours évidemment des informations sur la procédure de passation du contrat. Voilà, donc vous aurez des champs à remplir sur voilà, la procédure ouverte, restreinte, etc. Le cas où il y a plusieurs lots, savoir s'ils peuvent présenter une offre pour plusieurs lots ou pas du tout.
Et ensuite, on a évidemment information sur la procédure de passation, sur les lots groupés ou les procédures qui sont en 2 étapes. Voilà, enfin, c'est toute une série d'informations que je vais balayer assez vite. Dans l'hypothèse où vous êtes sur une procédure avec concours ou un dialogue compétitif où vous auriez des primes, voilà, bah, vous devez indiquer les éléments. Et la nouveauté, c'est aussi voilà, les motifs d'exclusion. En fait, voilà, si jamais vous devez décrire en fait, en tant qu'acheteur les critères qui seraient retenus pour en fait, éventuellement exclure en fait, des candidats du champ de la commande publique. Donc ça, c'est pareil. Là, en revanche, c'est une nouveauté voilà, qui est prévue dans les avis. Dans les nouveaux avis. Et après, on retrouve évidemment bah, voilà, tous ces champs. Et vous voyez, en fait, maintenant, c'est des BG 702, etc. Ce sont que des champs informatiques avec les critères de sélection des candidatures. Donc, honnêtement, c'est plutôt rassurant. Autant sur la forme, la réforme paraît un peu perturbée de premier abord, autant sur le fond, voilà, elle devrait permettre quand même de... on n'a pas de modification de fond en réalité. Enfin, peu importante en tout cas. Évidemment, on a ensuite toutes les informations sur le fait que, par exemple, le marché serait réservé à des organismes spécifiques, voilà, en matière notamment d'aide à l'emploi, etc., ou d'autres choses. S'il y a des habilitations, etc., bah, notamment l'habilitation de sécurité, si c'est nécessaire ou pas. Voilà, on a des précisions sur les noms et qualifications professionnelles personnelles chargées de l'exécution, bah, on peut le préciser aussi. Voilà, donc c'est des choses conditions d'exécution aussi, pareil, voilà, c'est des choses qui existaient déjà avant aussi, donc pas de nouveauté. Critères d'attribution, c'est pareil, pas de changement, voilà, avec l'obligation d'indiquer si c'est pondéré ou pas. L'information sur les techniques, notamment d'accord cadre, voilà, si on est sur un accord cadre ou pas. Information générale sur les communications avec l'acheteur, voilà, c'est notamment s'il y a une adresse URL, etc., où elle est. L'information sur les documents du marché. Information sur les conditions de présentation des offres, et voilà, enfin, tout ça, c'est des choses qu'il y avait déjà précédemment. Donc, vous voyez, en fait, c'est quelque chose que tout le monde connaît déjà et il n'y aura pas de difficulté en principe pour remplir ces nouveaux avis. Information sur les marchés publics stratégiques, ça c'est une nouveauté en fait, notamment avec aujourd'hui les préoccupations en matière environnementale, et notamment je pense à l'État en fait qui aujourd'hui au regard du code de l'environnement qui lorsqu'il renouvelle son parc de véhicules doit avoir un certain nombre de véhicules qui sont non polluants. Et ben en fait les nouveaux avis IFORM comporteront en fait la faculté de pouvoir apporter des précisions par rapport à ces différents éléments. Voilà. Information complémentaire aussi, voilà, savoir si le marché relève de l'accord sur les marchés publics, voilà, c'est une mention qui existait déjà avant. Et donc voilà. Et donc on a fait dans notre slide une synthèse des principales modifications. Donc, tant pis si ça déçoit certains, mais il n'y a pas beaucoup de modifications nouvelles. Voilà, on a en fait notamment l'indication de la date souhaitée de publication de l'avis, le cas échéant, parce qu'on le souhaite, le champ relatif au motif d'exclusion. On a les indications évidemment sur la valeur relative à la valeur maximum de l'accord 4, c'est la jurisprudence qu'on citait tout à l'heure de la CJUE. On a ensuite évidemment des choses voilà, qui permettent enfin, les champs relatifs notamment aux véhicules propres, c'est les marchés stratégiques, etc. Donc voilà, les nouveautés sont assez peu importantes et finalement ce qu'on retient, c'est que c'est plus une réforme, j'allais dire, qui vise à transformer, à faire entrer la publicité dans le numérique, dans l'ère du numérique, plus qu'une réforme de fond où il y aurait eu des changements sur la publicité. Voilà, les réformes n'apportent pas de véritables changements sur le fond. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne les avis de marché. Et on voulait terminer notre propos enfin en illustrant notre propos s'agissant en fait des mentions qui doivent être obligatoirement incluses dans un avis d'attribution qui relèverait en fait du régime normal de l'article 50 de la directive 2014-24. Donc avant toute chose, il faut rappeler que le Code de la commande publique, qui reprend en fait en substance les principes qui sont fixés par la directive communautaire, prévoit plusieurs séries d'obligations s'agissant en fait des avis d'attribution. Donc l'acheteur doit rendre public le choix de son offre. La publication d'un avis d'attribution est obligatoire pour les marchés qui répondraient à un besoin qui est égal ou supérieur au seuil européen. Le Code prévoit également l'obligation pour l'acheteur d'envoyer pour publication dans un délai maximum de 30 jours un avis d'attribution à compter de la signature du marché. Et également, le Code prévoit dans l'un de ses articles que l'avis d'attribution doit être établi en conformité avec les mentions qui sont comprises dans le règlement européen qui établit les formulaires standards pour la publication d'un avis de marché. Donc, vous l'aurez compris, la publication d'un avis d'attribution est facultative pour les marchés qui répondraient à un besoin inférieur au seuil européen. Néanmoins, ce que l'on peut vous recommander, ce que recommande également la DAGE, c'est que cette formalité doit être dans la mesure du possible respectée par les acheteurs en vue justement de réduire les délais de recours contentieux dont le point de départ est en effet conditionné par la publication de cet avis d'attribution. Donc, en fait, on vous a fait un bref rappel sur quels sont les effets qui sont tirés de la publication d'un avis d'attribution. Donc, notamment, s'agissant en fait d'un référé contractuel, la publication d'un avis d'attribution fait courir le délai de 31 jours en vue de l'introduction de ce référé par un éventuel requérant.
C'est fixé notamment par l'article 551.7 du Code de justice administrative. Et notamment dans l'alinéa 2 de cet article, il est prévu qu'en l'absence de la publication d'un tel avis, la juridiction peut être saisie par un requérant jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Donc ça veut dire qu'en l'absence de la publication d'un avis d'attribution par un acheteur, le délai de recours dans le cadre d'un référé contractuel est de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. D'où l'importance en fait pour les acheteurs de publier un avis d'attribution. Et le même raisonnement s'applique également s'agissant en fait des effets de la publication d'un avis d'attribution par rapport en fait au point de départ du délai du recours en contestation de la validité du contrat. Notamment, ça ressort de la jurisprudence départementale Tarn-et-Garonne que vous connaissez tous du 4 avril 2014, qui prévoit que le recours en contestation de la validité du contrat doit être exercé dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées par l'acheteur, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation. C'est intéressant de faire un petit rappel juridique d'une décision récente qui est intervenue en juillet dernier, une décision du Conseil d'État, société Citim, qui est venu rappeler que le Conseil, qui est venu juger que la jurisprudence Zabaï était étendue en fait au recours en contestation de la validité du contrat. Donc en fait, en l'occurrence, à défaut de mesures de publicité par un acheteur, le délai de recours contentieux va continuer de courir. Néanmoins, et comme l'a récemment précisé le Conseil d'État, le recours en contestation de la validité du contrat doit être exercé dans un délai raisonnable par le requérant d'1 an à compter de la date à laquelle en fait il aurait eu connaissance de la conclusion du contrat. Ce raisonnement vaut également en fait en présence en fait d'une information insuffisante dans le cadre d'un avis de publicité, qui elle non plus ne ferait pas courir en fait les délais contentieux. Ça ressort notamment de la jurisprudence également du département Tarn-et-Garonne, qui prévoit que la publication d'un avis d'attribution qui ne mentionnerait pas la conclusion du contrat et ses modalités de consultation ne ferait pas non plus courir en fait le délai de recours contentieux dans le cadre d'un recours en contestation de la validité du contrat. On a cité notamment une jurisprudence qui est pas forcément récente, qui date d'il y a 3 ans, mais dans laquelle le Conseil d'État a par exemple jugé que la circonstance que l'avis d'attribution ne mentionnait pas la date de conclusion du contrat était par exemple sans incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux, dans la mesure en fait où dans cette espèce, l'avis d'attribution mentionnait à la fois la conclusion du contrat et ses modalités de consultation, comme ce qui était exigé par la jurisprudence département Tarn-et-Garonne. Donc cette slide, je vais passer rapidement, mais en fait, on a également le Code de la commande publique qui prévoit certains éléments qui devraient figurer dans les avis d'attribution. Je vais juste rappeler rapidement l'article R 2183.5 du Code de la commande publique qui rappelle que certaines informations peuvent ne pas être publiées dans l'avis d'attribution au cas où leur divulgation ferait obstacle, notamment à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques. Donc c'était juste pour faire un bref rappel sur le fait qu'on a également le Code de la commande publique qui prévoit certaines exigences s'agissant en fait du contenu de l'avis d'attribution. Et enfin, pour terminer rapidement sur ce que prévoit désormais le règlement d'exécution de 2019 et le règlement d'exécution de 2022, s'agissant des mentions obligatoires qui devraient figurer dans un avis d'attribution. Dans le prolongement de ce qu'a présenté tout à l'heure Laurent, on retrouve en fait en partie, on retrouve quasi la totalité des informations qui pourraient figurer dans un avis de marché. Donc l'information sur l'avis, l'information sur l'organisation. Petite particularité s'agissant en fait d'un avis d'attribution, notamment les mentions relatives en fait au lauréat. Le lauréat, c'est le titulaire du contrat. Donc en fait, le règlement d'exécution rappelle que l'acheteur doit indiquer la taille du lauréat, donc si c'est une micro-entreprise, une petite entreprise, une moyenne entreprise, la nationalité du bénéficiaire effectif du lauréat. Sinon, vous voyez qu'on retrouve en fait les quasi similairement en fait les mêmes mentions qui figurent en fait dans un avis de marché. Donc le lieu d'exécution, la durée, les informations sur les fonds de l'Union européenne, les informations sur les critères de marché, les informations sur la procédure de passation, les informations générales sur la communication avec l'acheteur, notamment l'adresse URL sur laquelle en fait on peut retrouver ces informations-là. La particularité s'agissant d'un avis d'attribution, en fait, on a la rubrique BG7 qui impose en fait à l'acheteur de remplir les informations sur les résultats de la procédure de passation. Donc en l'occurrence, on retrouve en fait en réalité des informations qui étaient d'ores et déjà exigées par
par les textes. Donc, la valeur de tous les marchés attribués dans le cadre de la vie, par exemple, la valeur approximative de l'accord cadre, la valeur réestimée d'un groupe de lots dans le cadre d'un accord cadre. S'agissant du résultat de la procédure, on demande en fait à l'acheteur d'indiquer le lauréat choisi, les raisons par exemple pour lesquelles en fait un lauréat n'aurait pas été choisi, la valeur maximale recalculée de l'accord cadre, les soumissions reçues, le nombre de soumissions reçues, le type de soumission reçue, la valeur de l'offre recevable la plus basse, la valeur de l'offre recevable la plus haute, des informations qui sont propres à l'offre de l'attributaire, telles que l'information sur la valeur de l'offre, s'il s'agit d'une offre variante ou non, l'information sur la sous-traitance. Donc, c'est des éléments en fait que les acheteurs qui ne sont pas forcément nouvelles, qui ne sont pas nouvelles, parce que c'était déjà exigé notamment par l'annexe 5 de la directive 2014/24 qui indiquait en fait les mentions obligatoires qui devaient figurer dans un avis d'attribution. Et enfin, pour finir, s'agissant des rubriques qui sont propres à l'avis d'attribution, on peut notamment retrouver la rubrique BG 612 qui est relative en fait au récapitulatif des demandes de réexamen d'acheteur. Donc, on demande à l'acheteur de remplir le nombre d'organisations qui auraient potentiellement demandé de réexaminer une quelconque de ces décisions et les informations sur le nombre et le type de demande de réexamen d'une décision, le nombre de demandes ou le type d'irrégularité qui aurait été dénoncé par des opérateurs économiques dans le cadre de la procédure. Également, en fait, on a une rubrique qui est propre aussi à l'avis d'attribution, c'est la rubrique BG7, qui est relative en fait à une publication non immédiate, dans l'hypothèse en fait où l'acheteur déciderait de ne pas publier immédiatement son avis d'attribution. Ce dernier en fait devrait justifier les raisons en fait qui l'ont conduit en fait à cette non publication immédiate de l'avis d'attribution. Et voilà. Ouais, j'espère qu'on n'a pas été trop long, Richard. Écoutez, maître, non, très bien, vous êtes dans les temps, c'était très bien, d'autant que l'exercice n'était pas forcément évident vu le côté un peu abstrait en fait du sujet. Alors, je vous ai transféré quelques questions posées par les participants, je vous laisse quelques instants pour en prendre connaissance. Je pense que oui. On peut répondre déjà à quelques questions, enfin essayer en tout cas. Est-ce que le formulaire changement remplace l'avis rectificatif? On pense que oui. Enfin, voilà, c'est parce que ça a l'air d'être ce qui correspond à cette rubrique, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. Ensuite, on avait une question sur la procédure européenne. Doit-on publier l'estimation du besoin secteur classique? Je crois que oui, parce qu'en fait, quand on regarde le règlement 2019, en fait, c'était une mention qui était facultative dans la colonne 16. Et aujourd'hui, dans la colonne 16, en fait, précisément, ce qu'on disait, c'est que dans le règlement de 2022, le tableau 2 qui modifie, il y a marqué eau obligatoire. Donc, on pense que si on a bien lu les colonnes, effectivement, ça paraît bien être le cas. Et après, on nous demande si on peut synthétiser la réforme en une phrase. Les modèles sont remplacés par des formulaires. Oui, effectivement, en fait, c'est des champs qu'on va remplir. Et en pratique, y a-t-il un nouveau système de saisine des avis? Comme je le disais tout à l'heure et comme on disait avec Ivana, pour ne pas avoir testé, parce qu'on l'a déjà fait sur les anciens modèles, évidemment. Mais en tout cas, pour les nouveaux modèles, on n'a pas testé, mais je ne pense pas que ça changera beaucoup, si ce n'est que la petite particularité, c'est qu'il faut quand même que les plateformes soient adaptées au formulaire IFOR. Mais ce que j'ai pu comprendre, ce qu'on a pu comprendre avec Ivana, c'est que finalement, c'est assez technique et que l'ensemble des plateformes ne sont pas forcément en mesure aujourd'hui de pouvoir offrir les services. Donc voilà, pour les premières réponses aux questions, les premières questions qui nous ont été posées, il y avait 3 questions qui ont été posées. Voilà. Donc, Il y avait une question qui avait été ajoutée. Qu'est-ce que la valeur réestimée d'un accord cadre dans un avis d'attribution? Demande un des participants. Ouais, c'est ça. Bon, justement, on vient de le regarder, on regarde avec Ivana.
Écoutez, c'est pas grave, on peut passer. Je vous ai transféré 2 autres questions en attendant. On est en train de regarder, on n'a pas la réponse sur la question de la valeur estimée, on a une idée, mais on ne va pas répondre, on va pas répondre au hasard. Donc voilà, et ensuite, tu vois qu'effectivement, si notre profil d'acheteur ne permet pas la publication, peut-on aller saisir directement l'avis sur TED? Je pense que oui, c'est quelque chose qui doit pouvoir se faire, hein. Enfin, sans doute. Et ensuite, serons-nous obligés de passer par une plateforme de dématérialisation pour publier nos avis? Nous le rédigeons directement sur le BMP. Le BMP sera-t-il prêt? Je crois que c'est tout le défi. Ouais, je crois que c'est tout le défi. Qu'ils soient prêts, ils seront prêts, je pense. Justement, la communication d'adage évoque le fait que il est demandé aux acheteurs de ne pas utiliser les services du BMP pour l'instant. On a un peu quelques jours encore pour le faire. Ouais. Voilà. Il n'y a qu'à valeur estimée, là où on ne veut pas répondre de bêtises. On est en train de se perdre dans les méandres du tableau numéro 2. Et voilà, je préfère pas répondre. Enfin, en tout cas, si Ivana a une idée, je laisse répondre, mais je n'aurai pas envie de répondre pour l'instant. Voilà, Est-ce qu'on peut y répondre plus tard, Richard? Oui, non, mais il n'y a pas de problème. Hein. Malheureusement, on n'a pas tous la science infuse. Il y a des choses qu'on. Ouais. C'est pas un problème, ne vous inquiétez pas. On dit qu'éventuellement, ça peut être dans le cadre, par exemple, d'un dialogue compétitif ou quelque chose comme ça, où voilà, peut-être, je sais pas, je sais rien, des fois la valeur, on peut se dire que les choses changent, mais honnêtement, je préfère pas prendre de risque, on n'a pas vérifié. Voilà, on préfère, on va pas sur ce point-là, on donne notre langue, on donne notre langue au chat, on attend, on cherche pas. Voilà. Alors, j'avais juste une dernière question qui avait été posée. Si les plateformes ne disposent pas des nouveaux modèles, comment les appliquer côté acheteur? C'est toute la difficulté en fait. Justement, alors, je vais peut-être laisser Ivana répondre, tu m'as parlé tout à l'heure. Oui, en fait, c'est toute la difficulté par rapport en fait, à la communication d'adage du 12 octobre dernier, qui en fait, dans un premier temps, rappelle le fait que l'obligation pour les acheteurs à compter du 25 octobre prochain, c'est l'utilisation des 40 modèles d'avis prévus par le règlement 2019, mais qui mesure son propos dans l'hypothèse justement où les acheteurs seraient confrontés en fait à des plateformes, enfin à des outils qui ne leur permettraient pas d'utiliser ces nouveaux formulaires. Donc en l'occurrence, dans un premier temps, elle rappelle l'obligation qui s'impose à l'acheteur et qui, en fait, à compter du 25 octobre, veut dire l'utilisation de nouveaux formulaires, mais elle nuance son propos uniquement dans une hypothèse particulière, celle en fait où les outils ne permettraient pas à l'acheteur de pouvoir utiliser ces nouveaux formulaires e-forms. Donc, je pense qu'il faut être relativement prudent. Il faut être prudent et c'est à chaque acheteur de vérifier en fait si la plateforme l'utilise. Enfin, oui. Ouais, alors moi, j'aurais peut-être une remarque. Quand on a préparé le support, on s'est posé la question. Cette note de l'adage, évidemment, c'est une souplesse qui est offerte aux acheteurs, mais on a quand même des textes communautaires qui imposent de faire figurer certaines mentions obligatoires au regard des nouveaux règlements. Et en fait, dans ces cas-là, si on utilise les anciens modèles et qu'on n'utilise pas les formulaires e-form, il faut quand même adapter l'avis pour mentionner dans l'avis en fait les documents et les informations qui sont prévues au titre des différentes rubriques. Voilà, typiquement la valeur de l'accord TED. Bon, évidemment, tout le monde le sait aujourd'hui, donc voilà, mais il y a d'autres mentions, éventuellement la date souhaitée de publication de différentes charges. Voilà, il faut quand même voilà, donner les mentions et indiquer ce qui est prévu en fait au regard du règlement, même si jamais le modèle d'avis que vous utilisez n'est pas forcément conforme, ne comporte pas toutes les indications. Voilà, notamment, je pense au motif d'exclusion de la procédure. Voilà, il faut les préciser de manière à faire ce qu'exige le règlement, même si sur la forme, c'est pas le e-form qui est utilisé. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à ces différentes questions. C'est vrai que pour le moment, il y a encore quelques doutes quant à l'application vraiment de cette réforme, mais je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à ces différentes questions. Et je remercie donc tous les participants d'avoir assisté à ce webinaire et vous donne rendez-vous le 16 novembre prochain pour un nouveau rendez-vous expert consacré à la médiation dans les marchés publics. En attendant, vous pouvez consulter notre base de données Moniteur Juriste qui est régulièrement mise à jour. Voilà, je vous remercie. À bientôt. Merci encore, maître. Au revoir. Merci, maître.